Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 13 juillet 2021. Vincent Gann, heureux de vous retrouver après cette semaine de congé, à la mer et de sport, de bodyboard pour être précis. Mais revenons donc au sujet, ne nous égarons pas. Nous allons donc, comme chaque mardi, faire un tour d'horizon. Bitcoin, Ether, BNB, cette semaine ADA sera la quatrième crypto-monnaie, vous l'avez choisi dans le traditionnel sondage. Et puis donc, comme d'habitude, je vais vous proposer une introduction plus fondamentale. Car oui, qu'est-ce que l'on s'ennuie? Cela fait maintenant 2 mois que s'est engagé, même 3, un processus correctif, mais plusieurs semaines maintenant que le marché des crypto-monnaies est enfermé dans un range. Un range, un écrasement de la volatilité, une diminution du volume. Et forcément, tout le monde s'interroge sur l'issue de ce range. Mais l'issue de ce range, elle est certaine. À savoir, une résolution haussière ou une résolution baissière. Alors, forcément, actuellement, ces deux scénarios sont équiprobables. Il faut être parfaitement honnête. Le risque dans ce genre de phase, c'est l'ennui, c'est, oui, l'apathie, et c'est finalement peut-être trader n'importe comment. Dans ce type de range, ce qui est certain, c'est que la résolution se fera avec un fort retour du volume, car il dure depuis longtemps, une explosion de la volatilité. À partir de là, il faut se préparer. Alors, soit en restant observateur et en attendant le signal concret, soit certains agissent, certains traders, avec les ordres en attente d'exécution, ordre stop ou ordre à seuil de déclenchement, ici de part et d'autre du range, à savoir on sort du range dans un sens ou dans l'autre et cet ordre stop devient un ordre, soit d'achat ou de vente, au marché. Mais ici, il ne s'agit pas de trading, mais en tout cas voilà dans quel état nous sommes. Alors, que peut-on faire dans ce range? Que peut-on faire? Que puis-je proposer dans cette vidéo? On ne va pas répéter ce que tout le monde répète depuis des semaines, les données techniques sont connues, stables, on va rapidement les passer en vue, mais que peut-on faire dans un range? Alors, déjà, dans un range, il faut savoir gérer sa psychologie, éviter de tomber dans certains travers, notamment l'ennui, qui peuvent amener à déclencher un trade par ennui, et finalement sans méthodologie. Alors, dans un range, parlons concrètement. On peut déjà s'attaquer à la forme du range. La forme chartiste. Y en a-t-il une sur les 4 crypto-monnaies dont nous allons parler? C'est ce que nous allons voir. Le positionnement du range. Deuxième partie, il y a la dérivée première des prix, à savoir les indicateurs techniques. Comment évoluent-ils alors que les prix dérivent latéralement? Peut-on déduire des conséquences? Ensuite, dans un range, ce qui est majeur, l'évolution du volume d'échange, l'évolution du positionnement des traders institutionnels, des traders particuliers, je dirais même l'engagement global vis-à-vis des crypto-monnaies, alors qu'on peut mesurer par exemple avec l'évolution du nombre d'adresses. Bon, il y a plusieurs aspects comme ça dont nous allons parler. L'engagement institutionnel, les données donc de spectre général, et puis bien sûr l'environnement général de marché. Alors je ne vais pas là m'attarder, mais voilà, le marché reste en mode risk on, le marché action est encore sur ses plus hauts, Wall Street a fait encore récemment des nouveaux records historiques, les banques centrales sont en soutien, la croissance économique est là, et les pays prennent des mesures drastiques contre le variant Delta. Pour le moment, la bourse, le marché action, reste en inertie haussière. Ce marché action qui a vraiment échappé à la correction, bon, ce n'a pas été le cas des crypto-monnaies. Voilà, donc maintenant on va passer, je vais reprendre tous ces éléments. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un range avec des illustrations, si vous le voulez bien. Ça fait 4 minutes d'introduction, c'est parfait, ce n'était pas trop long. Alors, je me suis donc réduit, et donc on va passer en revue quelques illustrations. Alors, vous avez sous les yeux le cours du Bitcoin, le contrat futur, du CME, à gauche en échelle logarithmique en données hebdomadaires, à droite en données journalières, très bien. Alors, avant de passer en vue l'analyse technique, plusieurs éléments. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire dans un range? Alors, le range est ici, hein, le range en journalier depuis en fait 2 mois, depuis la mi-mai.
Ce range qui n'en finit pas, j'arrondis entre 30 et 40, entre 30 et 42 000. Bon, à plus court terme, ça s'est même réduit entre 30 et 35. Hein. On le voit ici parfaitement en données 4 heures. On le voit même encore mieux en données horaires. Le range est de plus en plus étroit. La volatilité est de plus en plus faible. Et le temps passe. Et donc, une volatilité qui s'écrase. Une volatilité qui s'écrase. Un volume en chute. Et le temps qui passe est la certitude d'une extraction avec une explosion de la volatilité. Ça se passera forcément comme ça. La chute à 20K ou l'accélération au-dessus des 42 et le retour à 50. Ça va être, d'une certaine façon, violent d'un point de vue vertical hein, sur le graphique. Et ça, c'est le temps qui passe combiné à la chute des données de participation qui nous le garantit. Alors, la forme du range. En analyse chartiste, je reprends ici un slide que j'ai partagé récemment dans une présentation. En analyse chartiste, eh bien, il y a les figures de continuation ou les figures de renversement. Alors là, nous sommes en correction depuis un certain temps, l'idée de savoir s'il y a une figure de renversement à la hausse. Les figures chartistes sont assez nombreuses. Y a-t-il un double bottom, un triple bottom, une épaule tête-épaule inversée, un biseau descendant, que sais-je? Bon, ça c'est la question. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus le temps passe, plus cette pattern aura de la force. Donc le temps qui passe, l'axe du temps, très important, joue actuellement de plus en plus. Alors, y a-t-il des figures? Eh bien, malheureusement, à part avoir un biais, sur le cours de Bitcoin, il n'y a pas de figure tangible. Alors, je sais que certains envisagent qu'il y ait un biseau descendant. Voilà, il y a donc cette possibilité, ici, hein, que des analystes mettent en avant. Je le trace rapidement à main levée, alors ce qu'il ne faut surtout pas faire hein, pour que ce soit bien tracé, mais c'est juste pour montrer une vue de marché possible. Voilà, ce type de compression, c'est même pas évident de le tracer. Depuis ici le gap, bon voilà, ce type de compression est mis en avant par des analystes. Et donc forcément, après la chute ici, un biseau descendant serait une figure de creux potentiel si on accélère enfin. Il y a eu récemment même un échec au dépassement de la Kijun ici, maintenant on est collé en dessous. Il y a toujours en parallèle donc, cette divergence haussière. Donc c'est une pattern, c'est un scénario possible, mais il y en a un autre en données hebdomadaires. Il y a la défense de l'énorme épaule, tête-épaule, qui nous ramène bien bas. Donc là aussi, tout est possible et on peut chacun avoir son argumentation haussière ou baissière. Dans cette quête de la forme du range, en étant parfaitement objectif, il n'y a rien qui saute aux yeux. L'analyse technique, c'est d'abord visuel, et si rien ne saute aux yeux, c'est qu'il n'y a pas de pattern. Ça reste un range incertain. Alors, allons plus loin. Dans un range, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut regarder la dérivée des prix, les indicateurs techniques. Ici, moi, j'utilise le RSI et la ligne de MACD. Ce que l'on observe, c'est que dans ce range, eh bien, il y a une divergence haussière très légère de RSI, mais qui est toujours bien présente. Mais voilà, on reste sous 50. Hein, la résistance des 50 sur le RSI daily. Tant qu'elle n'est pas franchie, il ne faut pas y voir ici l'indication que ce range est une figure de renversement haussier. La ligne de MACD, c'est intéressant parce qu'elle remonte. Alors, elle remonte, elle reste au-dessus de sa ligne de signal, comme l'indique l'histogramme, mais il faut redépasser 0. D'ailleurs, ETH, vous allez voir, ça bloque à 0. Donc, là, elle remonte très bien, mais voilà, sous 50 sur le RSI daily et sous 0 sous la ligne de MACD, il n'y a pas d'interprétation boule que l'on peut faire ici des indicateurs techniques. Alors ensuite, dans un range, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire dans un range? On peut regarder du côté des données de volume. Alors, déjà, l'engagement des particuliers a fortement chuté. Je vais vous montrer ici les données du mois de juin qui sont publiques. Vous avez ici les données de trafic sur un certain nombre de crypto, de bourses crypto, et les données de juin hein, par rapport à mai. Voilà, vous voyez les chiffres qui sont, c'est radical. Il y a un désengagement, alors en grande partie un désengagement retail, c'est normal, hein, la chute de 50% depuis les plus hauts a créé des pertes, et pour le moment ils n'y reviennent pas. C'est moins le cas pour les institutionnels. Certes, leur engagement a diminué, l'open interest global a diminué sur les futurs et les options, mais pas dans des proportions
de cette nature. En tout cas, les traders privés, beaucoup d'entre eux bien séchés, ne rentrent pas là massivement dans cette période de range. Ils attendent en fait un vrai signal d'inversion de tendance. Alors, que nous dit maintenant l'engagement des institutionnels? Alors pour cela, il y a plusieurs approches. Moi, je vous propose de regarder ici un fonds, le Grayscale Bitcoin Trust. Vraiment là où les institutionnels, c'est un bon véhicule de positionnement des institutionnels, et bon, c'est un peu tendu parce qu'il y a la belle avancée ici. Regardez comme c'est intéressant, l'ex-ATH, l'équivalent des 20K, a déjà été rejoint. L'ex-ATH en cours de clôture de 2017, eh bien, nous revoilà dessus, et donc on peut faire l'analyse technique de ce fonds. Nous sommes collés à la trendline, collés à la SSB, plus ou moins encore en essayant de s'accrocher à l'ex-ATH, mais ça repart pas, ça repart pas. Donc là aussi, eh bien, les institutionnels ne repartent pas massivement bout, il n'y a pas de signal de ce côté-là, c'est toujours en attente, et là aussi le volume est complètement écrasé. Mais voilà un outil sur lequel l'analyse technique peut être pratiquée pour voir où en sont les institutionnels. Et donc, ça, c'est pas exceptionnel, hein, le fait que le retour sur l'ex-ATH n'attire pas le retour de flux acheteurs plus massifs. Ouais, ça viendra peut-être. Alors, ensuite, il y a d'autres façons. Que se passe-t-il dans ce range? Nous pouvons regarder du côté maintenant des données, des adresses. Alors, je suis sur, j'indique bien les sources, hein, toutes les sources sont indiquées ici. Et donc, vous avez ici le nombre d'adresses actives Bitcoin, la courbe orange en données hebdomadaires. Alors, vous avez là la chute de 2017 qui était violente. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans la chute du prix du Bitcoin de 50% depuis ses plus hauts, il n'y a pas une chute aussi marquée du nombre d'adresses actives. D'une certaine façon, il y a toujours une tendance haussière depuis 2 ans, et le nombre d'adresses actives reste au-dessus de son niveau d'il y a 1 an. Maintenant, ce serait intéressant d'observer un rebond, mais bon, là, il y a peut-être quelque chose qui tend à ne pas faire le parallèle avec ce qui s'était passé ici en 2017. Mais là aussi, il est temps, si vraiment on reste en bull market, il est temps de rebondir. Donc, il y a eu un désengagement ici que l'on voit en termes d'adresses actives. Après, on peut creuser le sujet, on peut regarder les adresses en fonction de la taille des comptes. Bon, il y a des sujets ici à creuser, mais voilà encore un autre indicateur. Alors dans un range, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi regarder ce que font les institutionnels. Je suis ici sur CoinOptionTrack. Vous avez ici l'open interest sur les options, le volume global. Alors, où sont attendus les institutionnels? L'échéance du 30 juillet, très importante, et forcément celle de fin d'année. L'échéance du 30 juillet est ici. Alors, qu'envisage-t-il au 30 juillet? Je suis dessus, expiration au 30 juillet. Vous voyez que là où l'open interest est le plus fort, sur les calls, c'est le haut du range, et sur les puts, c'est le bas du range. Donc, en juillet, ils n'attendent pas grand-chose. Par contre, et là, je suis assez surpris, si je prends l'échéance en termes de volume la plus importante, celle de fin d'année, eh bien là, c'est quelque chose d'assez étonnant. Il y a encore l'open interest le plus costaud sur les calls est sur 200 000. Bon. Il y a encore, même si le volume global a baissé, il y a encore des anticipations bull ici, la fin d'année de cet aspect-là. Naturellement, ce n'est pas ça qui nous dit si d'abord on repasse par la case 20 000 $ ou pas. Hein, ça, c'est la grande question. Donc voilà, concrètement, où nous sommes pour le cours du Bitcoin. Chacun a son avis sur le fait de savoir est-ce que le marché va aller violemment chercher 20 000 avant de repartir. D'autres pensent même qu'on peut casser 20 000. Qu'on peut casser 20 000 pour faire quoi? Eh bien, c'est ce niveau qui est ici mis en évidence, le retour sur les 15 000. La vraie accélération ici de novembre dernier, et donc plus bas que l'ex-ATH. Si je reprends le graphique mensuel, j'ai toujours moi le 38.2 de retracement qui avait été le cas ici en log sur ce plateau, et ça nous ramène aussi à 20 000. Bon, il y a ici toujours cette incertitude. Et donc, franchement, il ne faut pas ici voir un biseau descendant, quelque chose qui serait impulsif à la hausse. Ça reste largement ouvert, malheureusement, en étant parfaitement objectif. Avec le temps qui passe, en hebdo, pour ceux qui s'intéressent à l'Ichimoku, on s'approche du 1. La trendline, alors, a agi une fois, je le montre ici en log, en journalier, elle avait agi une première fois,
Et ensuite, eh bien désormais, elle est traversée. Elle est désormais traversée, donc lorsqu'on traverse une trendline, on ne vient pas baissier une trendline haussière, on dit que la tendance change, ça va aussi dans le sens du range. Et donc, à mesure que le temps passe, on s'approche du nuage, ici en données hebdomadaires, et eh bien là, pour l'analyse Ishimoku, ce sera quelque chose d'intéressant. Donc vraiment, d'ici fin juillet, il y aura, je pense, la réponse du marché. Que dire en intraday? Ma foi, pas grand-chose. La volatilité est complètement écrasée, on est même obligé d'aller en données horaires pour voir quelque chose. Les rebonds sont de plus en plus faibles. Bon. Alors certes, on s'accroche toujours au plus bas, mais on n'est pas capable de remonter en direction des 40-42. Alors qu'y a-t-il à 35-36 000? 35-36 000, c'est cette fameuse Kijun journalière, T-block pour le moment. Voilà pour le cours du Bitcoin ce que je peux dire. Alors maintenant, passons à l'Ether. Première observation, l'Ether, d'un point de vue relatif. Première observation, eh bien, ETH-BTC, selon la lecture technique que j'en ai, reste haussier. J'ai ici le ratio ETH-BTC. J'estime vraiment qu'on a fait un retournement haussier de long terme, qu'on a mis des années à construire. Je vois encore la dominance Ether poursuivre sa hausse. Nous sommes dans un range depuis maintenant plus de 2 mois. Sorte de triangle rectangle que le marché continue de développer. Et moi, j'envisage toujours à terme une extraction par le haut de cette phase de range. Mais ça peut prendre du temps. On tient toujours Kijun. Ce range peut encore parfaitement durer. Ça m'intéresse par contre quand on revient dans la partie basse. Mais la structure de fond reste boule pour ETH BTC. Alors maintenant, d'un point de vue de l'analyse technique à proprement parler de ETH, il y a toujours en hebdo l'XATH, les 1500, la trendline, toujours bien là, la MM 30 semaines exponentielle qui est là, on dérive à plat, elle est toujours en soutien. Moi je continue de penser que les retours, les incursions 1500-2000 sont des bonnes zones, c'est une bonne zone d'accumulation. Bon, mais ça c'est mon avis. Basculer en dessous, bon voilà, c'est terminé, hein, il faudra accepter. Ce serait vraiment un désengagement complet lié à une annonce fondamentale ou de régulation. Mais en tout cas, cette zone continue de m'intéresser. Alors, pareil, refaisons la même démarche que pour le Bitcoin. Y a-t-il une figure? Bon, il y a l'ancien canal que j'ai laissé en pointillé, on voit qu'il fait résistance. Alors oui, biseau descendant, mais je trouve que ces figures sont trop forcées. Que ce soit ici en journalier sur le contrat futur, c'est trop forcé, c'est même mal tracé. Donc je ne la mettrai pas sur le contrat futur BTC et je reviens sur ETH. C'est peut-être un peu plus simple de tracer cette pattern, mais encore, c'est pas un cas d'école. Et on a au-dessus de la tête cette espèce de V-top ici qui est quand même assez monstrueux. Donc là aussi, ça reste très ouvert. Regardez la ligne de MACD, j'en parlais sur le BTC, reste sous 0. Hein, il faut refranchir 0 pour passer boule. Regardez le RSI, sous 50. C'est la même chose, comme le BTC. En journalier, on aura vraiment un pré-signal haussier. Si la ligne de MACD repasse 0 et le RSI 50 en daily, oui, là, d'accord. Mais en attendant, ça reste correctif et se forcer à essayer de voir des patterns de renversement haussier, et je pense un biais qui est dû par le temps qui passe, qui crée de l'ennui, et donc eh bien, on cherche à se rassurer, ce qui n'est pas du tout la bonne approche. Donc on continue d'attendre. Alors attendre jusqu'à quand? Moi je pense que d'ici fin juillet, l'affaire sera décidée. En attendant, les retours donc dans le bas de la pattern, hein, les retours 1500, toute cette zone-là, pour moi, c'est une zone d'accumulation. C'est mon avis personnel. BNB, alors que dire? Que dire sur le BNB? Bien, comme tout le monde, le BNB attend. Regardez la résistance sur le RSI, regardez la ligne de MACD sous 0. Alors, en hebdo, c'est même topo. Il y a les partisans de l'énorme épaule, tête-épaule, comme le BTC, et donc qui, en cas de rupture, amènerait à une vraie chute, hein, à une chute en direction ici de la trendline, l'épaule, tête-épaule. Il y a donc ceux qui voient ici une sorte de triangle symétrique.
Bon, c'est simplement une compression. Pour le moment, les résistances agissent. Regardez un peu ce nuage en journalier ou la Kijun ici en weekly. Donc ça reste compliqué. Mais des figures d'inversion de tendance violentes de type épaule, tête-épaule, si elles sont visuellement ici défendables d'un point de vue technique, hein, je reviens sur le BNB, si elles sont visuellement défendables, ne sont pas actives pour autant. La ligne de coup n'est pas brisée. Mais ça reste un scénario possible. Là aussi, donc, tout le monde attend. C'est tout ce que je peux dire. Alors maintenant, est-ce que je pense qu'il faut profiter des retours dans le bas du range pour accumuler? Je ne dirais pas ça. J'ai toujours ma préférence, moi, pour cette zone d'accumulation sur ETH. Rien de plus à ajouter donc sur le BNB de mon côté. ADA, donc, ce qui est intéressant pour ADA, un peu comme ETH d'ailleurs, hein, c'est le fait qu'on se maintienne au-dessus de l'ex-record historique en cours de clôture ici. En fait, c'est la zone des 0,98 $. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est une figure qui se construit au-dessus. Pareil, certains voient épaule-tête-épaule, d'autres simplement un range. Bon, 0,98,1, c'est le seuil à impérativement préserver. Hein, c'est les 1500 d'ETH, c'est les 30 000 du cours du Bitcoin. Y a-t-il une pattern? Là aussi, on peut toujours tracer des lignes de chartistes, mais il n'y a rien qui ressemble à un cas d'école. Le triangle symétrique, pas vraiment, parce que avoir à sa base ici une sorte de V-top, ça ressemble à rien d'un point de vue chartiste. Donc voilà, le marché est en range en volume. Notez les 50 du RSI, notez le 0, la ligne de 0 du MACD. Faut-il accumuler ici dans le retour dans le bas du range sur les 1? Je pense que oui, techniquement c'est une zone intéressante. Mais ma préférence, moi, va toujours à l'accumulation dans cette zone pour Ether, du moins tant qu'il tient donc son ancien record historique. C'est forcément quelque chose, une période particulière. Il faut bien avoir conscience que ça reste très ouvert. Même lorsqu'on regarde les données de comportement des institutionnels, on ne peut pas vraiment dire qu'ils se précipitent à reconstituer des grosses positions boules dans le bas du range actuel. Et donc, la possibilité d'aller encore plus bas, d'aller chercher les 20K, reste possible. Et ce, tant qu'il n'y a pas un signal tangible de paroxysme des ventes, je reprends mon ancienne expression, un signal tangible de dépassement de résistance avec volume. Les 40-42K, oui, naturellement, mais je dirais qu'au fond, on aurait un vrai pré-signal si on était capable de dépasser les 36 000 avec un gros volume. Ce serait probablement le début de la période de renversement haussier. Voilà, chers internautes, ce que je peux vous dire donc, en étant, j'espère être objectif. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Profitez bien donc, du mois de juillet. Et puis, nous nous retrouvons donc mardi prochain, mardi 20 juillet. Bonne semaine à tous, merci de m'avoir écouté.